David, il va être là. Voilà. Et mon éditeur, donc, qui s'appelle David Meulemans, c'est l'éditeur d'un éditeur qui s'appelle Aux Forges de Vulcain. Alors, je dis qu'il s'appelle Aux Forges de Vulcain parce que le A est important pour l'ordre alphabétique. Oui. Souvent, les gens parlent des Forges de Vulcain, mais si on cherche à F, on ne le trouve pas. Enfin bon, voilà, je vais essayer de dire des choses plus intéressantes dans les minutes à venir. Donc moi, je m'appelle Gilles Marchand. Je suis ici parce que j'ai reçu un très beau prix qui s'appelle le prix Naissance d'une œuvre, que vous connaissez peut-être un petit peu. C'est la 2e édition de ce prix. Donc c'est un prix tout neuf en littérature française. Il y a beaucoup de prix. Il y a des prix très anecdotiques, il y a des prix un petit peu farfelus. Par exemple, moi, cette année, je vais intégrer le jury d'un prix qui s'appelle le prix de la page 111. C'est-à-dire qu'on va juger toutes les pages 111 de la rentrée littéraire. C'est un prix un peu... On est un peu là pour se marrer, hein, honnêtement. Mais on analyse, il y a une vraie analyse des textes. Et voilà, donc après il y a les prix du livre gourmand, etc. Et le prix Naissance d'une œuvre, c'est un prix qui aurait dû exister depuis longtemps, parce que je trouve que l'idée est vraiment une idée importante. Il vient récompenser un écrivain qui a écrit entre 4 et 6 livres, c'est-à-dire qu'il y a déjà une œuvre qui existe, une œuvre qui est reconnue par le jury, par différentes personnes, et on espère que l'œuvre à venir sera encore, si ce n'est meilleure, aussi bien, et voilà. Et donc c'est important parce que... Bonjour. Alors l'escalade, ça s'est bien passé? Okay. Personne n'est tombé, ça va? Non. Ok. Alors moi j'ai le vertige en plus, donc quand j'entends des gens qui vont faire l'escalade, ça me... Bon bref. Et donc voilà, donc le prix Naissance d'une œuvre qui m'a été remis hier. Enfin voilà, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et que David, mon éditeur, m'accompagne, mais je pense qu'il m'accompagne plus pour le cadre que pour moi. D'habitude, je ne l'accompagne pas, mais on m'a dit tu peux venir en Savoie, tu verras le Mont Blanc, on mange très bien, on est très bien reçus, les gens sont gentils. Et là, j'ai dit ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé un peu de temps ensemble. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, Le Soldat des Accordés, c'est mon 5e roman. Alors, je suis toujours un petit peu embêté sur ces histoires de comptage de romans parce que j'ai coécrit des romans. J'ai écrit un roman ado aussi que j'ai coécrit, j'ai publié des nouvelles. Donc, je sais... et je crois que je ne suis pas le seul à être perdu parce que j'ai eu un article cette semaine de quelqu'un qui disait que j'avais une œuvre, dans Sud-Ouest, une œuvre pléthorique, que j'avais écrit plus de 30 livres déjà. Alors, Non, mais peut-être qu'il avait demandé à ChatGPT. Parce que ChatGPT, il invente beaucoup. Ouais, et quand on lui pose la question, raconte-nous qui est Gilles Marchand, il va mélanger tous les Gilles Marchand. Ça fait des belles histoires. Bon, ben voilà, donc voilà pour ma présentation, qui n'est pas la meilleure présentation que j'ai faite de ma vie, mais voilà. Mais je pense que le plus intéressant, c'est que je réponde à vos questions, si vous en avez. Alors, malheureusement, vous n'avez pas eu le temps de lire le livre. Je vous le résume peut-être. Ouais. Alors, ça raconte l'histoire donc ça s'appelle Le Soldat des Accordés. Il se passe au lendemain de la Première Guerre mondiale et il raconte l'histoire d'un soldat qui a perdu une main au tout début de la guerre et qui, après la guerre, devient enquêteur parce que, comme vous le savez sûrement, tous les soldats, évidemment, ne sont pas revenus. On n'a pas retrouvé tous les corps. Et cette année encore, d'ailleurs, je suis tombé sur un article cette semaine, il y a des soldats canadiens qui ont des corps de soldats canadiens qui ont été retrouvés. Donc, ils vont recréer un cimetière canadien parce que les cimetières, tous les ans, on retrouve des centaines de corps de soldats de la Première Guerre mondiale. On essaie d'en identifier une partie, mais on n'y arrive pas toujours. Et donc, lui, on revient en 1925, il va chercher parce que pour les familles, pour que les familles puissent faire leur deuil, il va chercher la trace, trouver, essayer de voir si les soldats ne sont pas dans un hôpital, dans un asile, qu'ils n'ont pas perdu la tête, qu'ils n'ont pas perdu la mémoire, comme il y a beaucoup d'histoires comme ça de soldats qu'on a retrouvés des années plus tard dans un hôpital psychiatrique, par exemple. Et là, on lui confie une mission, une dame qui est persuadée que son fils est toujours vivant. Elle n'a plus de nouvelles de lui depuis 1916. Mais elle sent qu'il est là quelque part, elle ne sait pas où, mais qu'il est toujours vivant, elle ne veut pas croire à sa mort. Lui, il a l'habitude de ces histoires-là, et il accepte la mission, mais en se disant qu'il va retrouver le corps, quoi. Et qu'il se dit, bon, elle pourra faire son deuil, quoi. Qu'elle croit qu'il est vivant, très bien, il n'essaie pas de démentir, mais il va essayer de retrouver sa trace.
Et en menant cette enquête, il va se rendre compte que ce soldat-là avait une histoire d'amour avec une Alsacienne. Et que l'Alsace était, au début de la guerre, toujours allemande. Et donc, forcément, ça posait des petits problèmes géopolitiques. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus, si vous voulez le lire. Voilà. Je ne vais pas vous raconter la fin. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions ? Le plus dur, c'est la première question. Mais c'est moins dur que de l'escalade, moi, je trouve, personnellement. Donc, Est-ce que vous êtes inspiré d'une histoire réelle ? Alors, pas sur l'histoire d'amour. Je me suis inspiré du contexte, vraiment, de ces anciens soldats qui restaient près du front pour enquêter, pour résoudre des affaires. Ça m'a vraiment inspiré. Et il y a notamment aussi une femme qui s'appelle Blanche Maupas, qui apparaît dans le livre, qui a travaillé, alors elle, parce que son mari avait été fusillé, ce qu'on appelle un fusillé pour l'exemple. Les fusillés pour l'exemple, c'était par exemple soit des déserteurs, soit des gens qui refusaient de partir à l'assaut pour différentes raisons, parce qu'ils avaient vu 2 vagues de soldats se faire fusiller, parce que soit ils n'avaient pas assez de munitions, soit parce que le terrain était à découvert. Enfin, il y a beaucoup d'explications, et de temps en temps, il y a des sections ou des compagnies qui refusaient de partir. Et donc, pour pas que ça se renouvelle, l'état-major en choisissait 10 au hasard et les fusillait. En disant, la prochaine fois que vous ferez ça, on fusillera des gens, donc si j'étais vous, essayez plutôt de sauter par-dessus le parapet et d'aller attaquer les Allemands. Le problème, c'est qu'en plus du déshonneur de mourir comme ça, les veuves de fusillés, pour l'exemple, n'avaient pas le droit de toucher des pensions de guerre, parce qu'ils n'étaient pas morts pour la France. Et à un moment où le pays allait pas très bien économiquement, ne pas avoir de pension, c'était catastrophique. Et donc Blanche Maupas a travaillé pendant plus de 15 ans pour faire réhabiliter son mari, pour prouver que lui et les 3 caporaux qui avaient été fusillés en même temps que lui avaient été fusillés à tort. Voilà. Et il y a la Ligue des droits de l'homme, il y a beaucoup d'associations, des comités qui sont montés comme ça pour faire réhabiliter un certain nombre de soldats. Voilà. Donc cette histoire, elle est vraie, et j'avais envie un peu de rendre hommage à cette dame-là, Blanche Maupas. C'est pour ça que dans le livre, c'est elle qui forme un petit peu l'enquêteur. Il dit que c'est à elle qu'il doit tout. Mais aussi, tu as beaucoup profité du fait que de 2014 à 2018, il y a eu une forte médiatisation du centenaire de la Première Guerre mondiale. Et donc, ça a été beaucoup de radios, télé, journaux, en fait, ont mis à jour pour le grand public les connaissances qu'on a sur la Première Guerre mondiale, puisqu'en fait, par exemple, nous, ce qu'on avait pu apprendre quand on avait votre âge, une partie de ce qu'on avait pu apprendre, c'était des connaissances qui étaient incomplètes, et une partie des recherches des historiens n'était pas encore passée dans le grand public. Oui. Je pense que, alors déjà, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que moi, pour écrire ce livre, il est très différent de ceux que j'ai écrits avant par la méthode, parce que tous mes livres précédents, je n'ai pas fait beaucoup de recherches. Je me suis intéressé à certaines questions, mais je n'ai pas fait vraiment de recherche. Pour ce livre-là, il fallait que j'ai une base, un socle historique qui soit solide. Donc la première chose que j'ai faite, c'est j'ai lu les grands écrivains qui ont écrit sur la Première Guerre mondiale et les grands écrivains qui l'ont connue. Par exemple, je n'ai pas relu Pierre Lemaitre, qui a écrit, j'avais lu quand il est sorti il y a une dizaine d'années, qui est très bon, c'est pas la question, mais j'avais pas envie d'avoir des écrivains qui parlaient aujourd'hui de la guerre d'il y a 120 ans, d'il y a 100 ans. Donc j'ai lu pour me rapprocher de la langue, pour essayer de comprendre la manière dont ils parlaient, pour attraper leurs tics de langage, leurs expressions. Et donc j'ai lu Barbus, Maurice Genevoix, je ne sais pas si vous avez étudié à l'Ouest Renouveau, je crois que c'est un livre, à l'époque on l'étudiait au collège. Les Croix de Bois, ou sur Netflix, il y a à l'Ouest Rien de Nouveau. Mais ça, c'est tiré. Alors, je ne l'ai pas vu, mais il paraît qu'il est. C'est sorti en novembre. C'est très bien. Il paraît qu'il est très bien. C'est une bonne adaptation. Voilà, c'est tiré d'un livre d'Éric Maria Remarque, qui est un livre qui m'avait vraiment marqué quand j'étais au collège. En fait, je vous interromps, mais on en a parlé en cours parce que au programme de HLP, là, on a la violence de l'histoire. D'accord. Et du coup, le rôle de la littérature dans la violence. Quel rôle joue la littérature par rapport à la violence de l'histoire? Donc, les guerres, par exemple, on a parlé du livre à l'Ouest. D'accord, ouais. Oui, il y a beaucoup de témoignages. Alors, je sais pas, c'est toujours difficile de se poser la question, est-ce que la littérature a une mission?
Mais je pense que si elle en a une, c'est de continuer à porter une parole. Là, en l'occurrence, la parole de ces soldats-là qui ont vécu 4 ans d'apocalypse, 4 années d'enfer. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de raconter cette histoire-là. C'est pour le dernier poilu, il est mort en 2008. Donc il faut continuer. S'il n'y a plus personne pour raconter cette histoire, c'est aux écrivains de continuer à raconter cette histoire, je pense. Voilà. Oui, surtout que, par exemple, quelque chose que des gens de notre génération... Alors, je ne sais pas si c'est ton cas, parce que toi, tu as grandi à Bordeaux, moi j'ai grandi en région parisienne. En région parisienne, généralement, quand on est en 3e et en seconde, on fait des sorties de classe sur les lieux de la Première Guerre mondiale. Donc moi, j'ai eu droit à 2 fois à Verdun, et à Verdun, une des visites était faite par un poilu. Et dans votre génération, normalement, vous n'avez pas la possibilité de rencontrer de poilus, puisque normalement, ils sont tous décédés. Mais c'est vrai que ça veut dire que la mémoire de la Première Guerre mondiale passe à une autre étape. Et ce que j'ai apprécié dans le travail de Gilles, c'était... Il faut voir que Gilles est historien de formation, mais effectivement, dans ses précédents romans, il n'y avait pas de travail historique. Et je pense justement que c'est parce que Gilles, étant historien de formation, est très sensible au fait que l'histoire, ça se respecte, et que la fiction, à la fois, ça permet d'amener parfois des connaissances à un plus grand nombre, puisqu'il y a plus de lecteurs de fiction que de lecteurs d'essais, mais le danger, c'est que la fiction, ça peut déformer le réel, et parfois, il y a des fictions qui ont très bien marché et qui ont créé des croyances sur certaines périodes historiques qui sont très erronées, la plupart du temps de manière complètement involontaire, alors qu'en fait, ce que j'ai apprécié dans le travail de Gilles, c'est ce sens de la responsabilité, c'est-à-dire, il ne faut pas faire n'importe quoi quand on fait une fiction sur le monde historique, il faut être conscient qu'on fait une fiction et pas un essai, mais il faut transmettre des connaissances sans trop les déformer. Ben oui, parce qu'en fait, quand on écrit, c'est très facile de rendre n'importe quel personnage historique sympathique ou d'en faire un salopard. Et après, c'est très difficile d'aller contre ça. Quand on voit un film avec, on va dire un film avec Churchill, un comédien qui va interpréter Churchill, on aura du mal à la sortie du film d'oublier que c'est un rôle, que c'est quelqu'un, que c'est devenu Churchill, c'est lui, c'est le comédien qu'on a vu, parce que c'est ce qui nous restera en mémoire, parce qu'il aura prononcé des phrases qui nous auront marqué. C'est très difficile, et je pense que quand on écrit, quand on crée une œuvre, on a quand même une responsabilité de ce côté-là. Enfin, après, c'est peut-être parce que j'ai fait des études d'histoire et que j'ai jamais trop lu de romans historiques, justement parce que ça me dérangeait. Et donc, quand j'ai écrit, j'ai fait attention à ça. C'est complètement anecdotique et secondaire, mais par exemple, ces jours-ci, il y a beaucoup de réflexions chez les historiens, chez les médiévistes, notamment ceux qui travaillent sur le Moyen-Âge, sur le fait qu'il y a un écart immense entre ce que les historiens pensent actuellement du Moyen-Âge et la représentation publique du Moyen-Âge, qui est complètement fantaisiste sur plein de choses, qui est déformée en permanence parce que souvent les gens ne mettent pas à jour leurs connaissances. Et il y a beaucoup de très bons vulgarisateurs de l'histoire qui travaillent sur essayer de faire connaître le Moyen-Âge tel qu'on le comprend aujourd'hui. Et c'est plus difficile parce que je pense que le Moyen-Âge, c'est une période plus lointaine, c'est une période très vaste. Et voilà. Oui, je suis d'accord. Tu vas pas faire un roman sur le Moyen-Âge la prochaine fois? Non, justement, c'est une période trop floue encore pour moi. Enfin, ça me demanderait trop de travail. Mais par contre, c'est important de préciser que ton roman n'est donc pas un roman historique. Non. C'est-à-dire, c'est vraiment un roman... C'est un cadre, c'est le cadre historique, c'est mon histoire, c'est une histoire d'amour qui se passe à ce moment-là. Est-ce que vous pourriez rappeler la définition d'un roman historique ? Alors ça, je te laisse plus la parole sur ça. Non, pourquoi moi? C'est parce que tu es éditeur. Moi, mais je suis éditeur, mais je ne suis pas non plus théoricien de la littérature. Je pense que l'écart qu'il y aurait entre un roman historique et un roman de littérature générale, c'est pas une histoire de qualité ou de légitimité. Je pense que c'est dans le fonctionnement interne du texte, c'est plutôt une question de degré, où vraiment, dans le roman de littérature générale, le contexte historique sert parfois de décorum, mais n'est pas le moteur du récit, alors qu'en fait, dans le roman historique, souvent, l'apport de connaissances ou le plaisir que le lecteur a à apprendre des choses fait plus partie de l'expérience esthétique. Mais c'est difficile à dire parce que, par exemple, Les Rois Maudits, c'est qualifié de roman historique, mais souvent le plaisir que prennent les gens à lire Les Rois Maudits, c'est le côté intrigue de cour, renversement dramatique, qui aurait pu être transposé peut-être au monde contemporain. Donc, j'ai pas de réponse. Est-ce que vous avez sans doute une réponse plus précise que moi, en fait?
Et Les Trois Mousquetaires, c'est un roman historique? Pardon? Les Trois Mousquetaires, c'est un roman historique? Oui, c'est un roman œuvre. Est-ce que c'est vraiment un roman historique? Je ne saurais pas. Pour moi, c'est situé dans une époque. C'est ça. Non, c'est difficile. Après, il y a quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'édition, donc je parle de moi, pas de Gilles qui est écrivain, mais l'édition, ça reste un commerce au sens à la fois intellectuel, mais au sens matériel. On vend des livres. Les livres sont des objets physiques qui sont soumis à toutes sortes de contraintes. Et une des contraintes qu'on va avoir, qui peut être une contrainte créative, mais pas toujours, c'est que les livres se vendent principalement en librairie. Comme il y a beaucoup de livres produits en France, donc la France c'est un des pays qui produit le plus de livres par nombre d'habitants, il faut les classer, il faut pouvoir orienter les gens en librairie, et donc on a créé des segments qui parfois sont des contraintes matérielles ou sociologiques, voilà, mais pas toujours des contraintes esthétiques. C'est-à-dire que dans certaines librairies, vous allez avoir un rayon roman historique. Et il y a des gens qui disent « je n'aime que ça et je vais au rayon roman historique », mais parfois, ces contraintes matérielles sont pas tout à fait des contraintes esthétiques, c'est-à-dire que parfois on peut aussi avoir des livres qui à un moment étaient au rayon roman historique, qui ont bougé, mais par exemple au 19e siècle où la production de livres décolle vraiment en France, le concept de rayonnage n'existe pas vraiment parce qu'il y a beaucoup moins de livres, donc c'est juste des romans, il y a un rayon roman quoi, mais on va pas avoir, comme aujourd'hui on a littérature générale, littérature étrangère, science-fiction, fantasy, érotique, polar, et au sein des polars, il y a 5 catégories différentes entre le roman noir, le thriller, voilà, et tout. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que s'il est rangé en rayon historique, ça serait pas choquant non plus. Non, ce serait pas choquant non plus. Hein. Et puis après, ça déclenche des choses très, très pratiques. C'est que souvent, dans les littératures de genre, les couvertures vont relever plus de l'illustration, donc d'une démarche figurative. On va, dans les romans historiques, il y a des photos d'époque, souvent, où on retravaille une photo d'époque. Donc, par exemple, si en poche, l'éditeur de poche voulait en faire un roman historique, ça serait il y aurait une photo d'époque. Il y a beaucoup des... Il est sorti en Italie il y a une quinzaine de jours, et ils ont mis une photo d'époque. Eux, les Italiens, ont clairement choisi un angle historique pour vendre le livre. C'est ça. Et je pense, Gilles, sans dévoiler tout le roman, dire un mot sur la femme de la lune, parce que Gilles a introduit une poésie, une fantaisie et une espèce de musique dans ce roman qui est... La fille de la lune, c'est le personnage par lequel le roman est né. Dans le livre, à plusieurs reprises, des soldats parlent d'une légende, d'une histoire, ils ne savent pas si c'est vrai, si elle a existé. Alors c'est moi qui ai inventé cette histoire-là. Donc, d'une fille qui marcherait la nuit dans le No Man's Land. Donc, le No Man's Land, c'est l'endroit entre la première tranchée allemande et la première tranchée française, qui est l'endroit le plus terrible du monde, où il pleut des bombes à longueur de journée, à longueur de nuit. Et donc, il y a des soldats qui disent qu'ils ont vu une femme passer là, ils ne savent pas pourquoi elle est là, ils ne savent pas ce qu'elle fait, ils ne sont même pas sûrs qu'elle existe. Et moi, quand j'ai commencé à écrire le roman, je racontais l'histoire de son fils qui part à la recherche. Il est persuadé d'être le fils de la fille de la Lune, donc le petit-fils de la Lune. Et cette histoire, et donc voilà, c'était mon point de départ, parce qu'après avoir lu beaucoup d'histoires, après avoir écouté beaucoup de podcasts, je passais 8 heures par jour avec une oreillette où j'écoutais des histoires sur la Première Guerre mondiale, etc., pour essayer de comprendre un petit peu. Alors, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, on ne peut pas comprendre exactement ce qui s'est passé dans la tête de ces soldats, mais on peut essayer de s'en approcher, c'est ce que j'ai essayé de faire pour être le plus vrai possible. Et j'essayais de voir ce qui leur manquait quand, au bout de plusieurs années de faim, de froid, de peur, de déshumanisation totale, ce qui leur manquait, c'était souvent la présence féminine. C'était leur mère, leur femme, leur maîtresse éventuellement, leur sœur. C'était vraiment le monde féminin dont ils étaient totalement privés. Et donc j'essayais d'imaginer ces soldats en ayant faim, froid, sommeil, bouffés par les parasites, ce qu'ils pourraient voir la nuit dans la brume, ce qu'ils pourraient, j'imaginer, peut-être un animal qui passe ou le vent qui déplace une chemise ou quelque chose comme ça, et il pourrait inventer cette histoire-là d'une fille qui se promènerait,
dans cet endroit très dangereux et qui peut-être au moment où ils allaient devoir passer sur le parapet pour partir à l'attaque, s'ils devaient mourir là, qui mourraient avec quelqu'un qui leur tiendrait la main, une femme qui leur tiendrait la main. Voilà. Alors, dans l'histoire de la fille de la Lune, c'est la seule histoire qui, objectivement, est inventée, mais en fait, elle est inspirée de quelque chose de très particulier sur lequel les historiens travaillent depuis une vingtaine d'années, qui est un fait connu de la Première Guerre mondiale, mais que moi, je ne connaissais pas. C'est que dans tous les lieux de combat de la Première Guerre mondiale, le niveau de violence et de répétition de la violence faisait que les soldats arrivaient à un sentiment de sidération permanent, d'irréel, et étaient occupés en permanence par des sortes de légendes. Par exemple, un des plus gros succès de la littérature de langue anglaise lors de la Première Guerre mondiale, c'est un texte de l'écrivain gallois Arthur Machen, qui s'appelle « Les Anges de Mons », où en fait, collectivement, des soldats britanniques disent qu'ils ont vu des anges passer au-dessus de leur tranchée. C'est un peu plus compliqué que ça. Et en fait, cette idée d'avoir la fille de la Lune, c'est ton invention, sauf que cette idée que les soldats avaient des hallucinations régulièrement, qui sont des hallucinations collectives en plus, parce qu'ils étaient tout le temps collés les uns avec les autres, ça, c'est un fait historique avéré. C'est ça, et puis après, il y a des moments où ils s'ennuyaient, ils se racontaient des histoires, ils se racontaient leurs amours, et puis, c'est ça, il y a des légendes qui traversaient, par exemple, un moment, alors ça, c'est plus une manipulation médiatique, où on a fait dire à des soldats allemands qu'on a libérés que s'ils avaient perdu sur les bords de Marne, donc ça c'est au milieu de la guerre, c'était parce que Jeanne d'Arc avait aidé les Français, elle était apparue, avait aidé les Français. Et c'était un moment où, quand on était dans les tranchées, de se dire qu'il y avait Jeanne d'Arc pour nous filer un coup de main, c'était plutôt rassurant. Et dans ce monde complètement devenu irréel, après tout, peut-être que c'est pas vrai qu'il y a Jeanne d'Arc, mais on a bien envie d'y croire pour se donner un peu de courage. Oui, et d'ailleurs, alors, c'est vraiment de mémoire, parce que je n'ai pas relu mes notes, mais c'est la chambre Bleu Horizon, qu'on appelait comme ça, parce que c'était une chambre des députés qui était constituée par beaucoup d'anciens combattants, donc qui avaient l'uniforme Bleu Horizon, qui en 1920 a œuvré pour la béatification de Jeanne d'Arc. C'est ça? Non, c'est plus compliqué? Ouais, c'est un peu plus compliqué. Je crois, d'après mes souvenirs, mais ça remonte à longtemps, c'est Benoît XV, qui était pape, qui s'était pas trop prononcé entre la France et l'Allemagne, et il n'avait pas dit qui étaient les gentils, qui étaient les méchants. Et pour se rattraper à la fin de la guerre, il s'est dit tiens, je vais choisir une héroïne française pour la béatifier, pour en faire une sainte. Voilà, je crois oui, parce que c'est pas la chambre des députés qui béatifie les gens. Bah ouais, je crois que. Mais bon, là, on est dans un monologue. Je pense que si vous avez des questions, c'est. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous quand vous avez écrit? Pour écrire ce livre-là? Ben si, j'ai une réponse. Ce qui est dur, c'est le choix. C'est parce que je suis tombé sur tellement d'histoires dingues, tellement d'histoires incroyables, tellement de romans potentiels, que j'ai dû accepter de renoncer à beaucoup de choses, parce que dès le début, je voulais écrire un livre qui soit court. Je voulais que ce soit un livre qu'on puisse lire en une nuit. Et donc j'ai renoncé à beaucoup d'histoires incroyables que j'ai entendues. Enfin, que j'ai lues, sur lesquelles je suis tombé. Comme j'avais très envie de parler, par exemple, des Chinois. Il y a beaucoup de Chinois. Les Français sont allés chercher des Chinois parce qu'on manquait de main-d'œuvre pour leur faire faire. Alors on estimait que. Alors l'armée française n'était pas tant raciste que ça. Les Noirs américains ont été assez frappés quand ils sont arrivés pour se battre par la manière dont les Noirs français étaient traités, ce qui n'était pas leur cas. Mais vis-à-vis des Chinois, il y avait un vrai racisme, parce qu'on estimait qu'ils n'étaient pas dignes d'aller au combat, donc on leur faisait faire des travaux de terrassement, de travailler sur les routes, d'acheminement de matériel, etc. Il y a beaucoup d'histoires qui étaient assez intéressantes à raconter. Il y a aussi sur la présence des ânes, des animaux dans les tranchées, l'utilisation des pigeons, donc des ânes dont on parle beaucoup des chevaux, mais les ânes aussi ont été beaucoup présents. Puis après il y a des histoires incroyables, j'y fais allusion en une phrase, il y a un bébé un bébé d'1 jour qu'on a retrouvé dans une tranchée dans la Somme, vivant, et sans qu'on sache, une petite fille qui avait une gourmette sur laquelle il y avait écrit Germaine. Donc, mais on ne sait pas si elle s'appelle Germaine parce que peut-être c'était un Germain, un Allemand, son père, ou si c'est parce que Germaine, parce que c'était un prénom très répandu en France à cette époque-là.
Mais on sait que cette petite fille a vécu, qu'elle a été adoptée, qu'elle est morte dans les années 60 ou 70. Et ça, c'est le début d'un roman. Voilà, je suis tombé sur beaucoup d'histoires comme ça, et il a fallu que j'accepte pour mon histoire de ne pas sortir que ça ne devienne pas le livre les 1001 anecdotes intéressantes que vous ne connaissez pas sur la Première Guerre mondiale. Voilà, j'avais envie que certains lecteurs puissent apprendre certaines choses, mais je ne voulais pas que ça devienne un catalogue d'anecdotes sur la Première Guerre mondiale. Et ça, parfois quand on est écrivain, c'est un peu dur parce que moi j'ai tellement aimé découvrir ces petites histoires que de ne pas les partager, c'est frustrant parfois. Mais bon, c'est le jeu aussi. Et puis voilà, je peux les partager maintenant, donc tout va bien. Mais donc si vous voulez, ça fait une idée de roman, s'il y en a parmi vous qui veulent écrire, c'est cadeau cette histoire. Vous parlez de choix, mais est-ce que vous comptez refaire un ou plusieurs livres avec les histoires avec lesquelles vous avez hésité? Alors, si je suis honnête, j'aimerais vraiment écrire un autre livre sur la Première Guerre mondiale, mais pas tout de suite. J'espère dans 20 ou 30 ans, enfin on verra. Et si j'écris une histoire, ça ne sera pas une histoire qui a existé. C'est-à-dire que j'aurais trop... Alors je ne saurais pas comment l'expliquer parce que je juge pas, mais je suis toujours très gêné quand les gens se servent d'un personnage ou d'une histoire qui existe pour en raconter quelqu'un d'autre. Par exemple, mon personnage principal, le narrateur d'ailleurs, qui n'est pas forcément le personnage principal, n'a pas de nom. Et il n'a pas de nom pour différentes raisons. Je vais y revenir, mais au début, je me suis dit, je vais aller sur un monument aux morts de la guerre de 14 et je vais choisir un nom au hasard. Et puis, je n'ai pas pu m'y résoudre parce que je me suis dit, si je prends un nom, il faut que je prenne l'histoire qui va avec. Je peux pas... alors que je l'aurais pris, c'est pas non plus un vol, mais il y a quelque chose en moi qui m'interdisait de faire ça. Alors qu'il y a d'autres écrivains que ça gênerait pas du tout. Et idéologiquement, je suis pas encombré par cette idée, mais il y a quelque chose qui m'empêchait parce que je me dis, si je prends le nom, il faut que je prenne l'histoire. Et cette histoire, par exemple, du bébé, je pourrais pas le faire parce qu'elle a vraiment existé. Que si je le fais, il faut que je fasse un vrai travail de recherche pour que je raconte l'histoire vraie. Voilà. En revanche, je peux écrire un roman où on va croiser ce personnage-là, que je vais un peu romancer, mais ça sera autre chose, ça ne sera pas l'histoire de ce personnage-là. Donc oui, si je raconte une histoire, alors après, je pourrais écrire une histoire où sur la présence des Chinois pendant la Première Guerre mondiale, servirait de décor, de fil, aurait une vraie place. Ça serait possible. Ça vous a pris combien de temps de l'écrire au total? Alors là, je dois dire que je suis toujours... Je ne sais pas quand je l'ai commencé à l'écrire, parce que moi, j'écris toujours beaucoup dans ma tête. Enfin, je suis concentré sur l'histoire, je la pèse, je pense au personnage, j'essaie de voir comment est-ce qu'il voit le monde. Donc tout ça, c'est déjà un temps d'écriture, mais même très précisément, je ne sais pas à quel moment je me suis mis sur mon clavier. Souvent, j'écris une première phrase. Par exemple, là, sur mon prochain roman, j'ai écrit la première phrase il y a à peu près... peut-être 2 mois. Mais la deuxième, j'ai toujours pas écrite. Mais l'histoire, elle est en train de se construire. Et je suis censé lui remettre le texte au mois de décembre. Voilà. Donc, mais bon, il commence à me connaître. Je pense pas qu'il soit très, très inquiet. Hein. T'es pas de savoir. Non, et puis j'ai ton adresse. Voilà. Donc, on verra. Et puis si, de toute façon, moi je vais pas brusquer l'histoire. Il faut qu'elle soit assez prête. Et que s'il n'est pas prêt à temps, c'est l'avantage d'être chez un éditeur comme les Forges de Vulcain, c'est que si le texte n'est pas prêt, on ne le publie pas. Et que ce qu'il faut, moi je ne sais pas combien de livres je vais écrire dans ma vie, mais a priori pas 40. Et que je veux être fier de chacun de mes livres. Je ne veux surtout pas me dire « Ah, celui-ci, j'aurais dû prendre plus de temps pour l'écrire. » Je veux que tous les livres que j'ai écrits, je pense que si je les réécrivais aujourd'hui, ils seraient différents. Si je les corrigeais, je verrais des petits trucs qui me plaisent un peu moins, mais j'y toucherais pas. Parce qu'ils correspondent à l'écrivain que j'étais à ce moment-là. Et que j'en suis fier. Je suis vraiment fier de chacun de mes livres. Et l'écriture, c'est un vrai travail solitaire. Et que si on n'a pas cette fierté,
c'est quand même beaucoup de sacrifices, autant aller boire des bières avec ses copains, quoi. Parce que être tout seul sur son clavier, c'est aussi renoncer à beaucoup de choses, quoi. Ou boire des boissons sans alcool. Oui, ou boire une bière, ouais. Non, ce que je veux dire, ou aller au cinéma, il y a beaucoup de moments où je suis en train d'écrire et où j'ai des amis qui m'envoient des messages, ça dit qu'on se voit ce soir, et je dis non, là je travaille, etc. Et donc, la contrepartie, je peux pas faire ça juste pour qu'il y ait un livre qui existe. Il faut que ce soit plus fort que ça. Mais c'est vraiment la difficulté vraiment de l'édition, c'est qu'on est à la fois sur quelque chose de très court terme qui est de publier un objet matériel, de l'accompagner économiquement, et le fait que l'espoir toujours, c'est qu'on ait fait émerger un texte qui soit encore là dans 30 ans, 50 ans, 60 ans. Ce qui est toujours très frappant, c'est que l'essentiel de la production littéraire des 300 dernières années a déjà disparu. Parce que en fait, c'est très sombre ce que je viens de dire, alors que je voulais dire quelque chose de positif. C'est-à-dire que l'idée, c'est pour ça que l'approche de Gilles, à savoir essayer de faire le meilleur livre possible, ne pas avoir de regrets, et c'est la bonne approche de pas. En fait, il ne faut pas que l'édition dicte son temps à la littérature. L'édition accompagne la littérature, mais il ne faut pas inverser les choses. Oui, tu avais une question, je crois. Oui, et c'est quoi exactement le processus justement dans l'écriture d'un livre avec l'édition? La relation entre nous, en gros, entre le moment où j'écris et le moment où le livre est publié. C'est ça. Alors, moi je vais parler de mon expérience à moi, après chaque écrivain a sa manière différente de travailler, c'est-à-dire que moi souvent, sur ce texte-là, j'ai commencé, alors après, David et moi, c'est vraiment un modèle particulier parce qu'on est vraiment amis, on s'appelle quasiment tous les jours, donc on est vraiment dans une discussion permanente. Et je pense que le travail éditorial se fait même à ce moment-là. Donc ça commence, je dis à David qui de temps en temps me dit « Et donc ton prochain roman, ça sera, t'as des idées, tu sais, etc. » Et là je lui dis ça parle de la Première Guerre mondiale. Il me dit « Ah, c'est intéressant. » Et puis voilà, peut-être dans la conversation, il va me parler de 2-3 livres, etc. Et puis 2-3 mois après, il me dit « Au fait, Première Guerre mondiale, ça a avancé, etc. » Et je lui dis oui, donc je peux lui envoyer, ça peut arriver que je lui envoie la première page ou les 30 premières pages, mais en général, mais de moins en moins, j'ai l'impression. Souvent la moitié, par exemple. Ou quand en plus, ce livre est assez petit, mais peut-être sur les précédents, je t'avais envoyé la moitié, quand j'étais à la moitié. Mais bon, en plus, moi, j'avance très vite et mes premières versions sont truffées de fautes. Parce que je me relis pas, je suis vraiment... et il y a même parfois, quand je trouve pas un mot, je mets XXX pour y revenir, parce que je suis très attaché au rythme de la phrase, et que si je bute, ça casse mon rythme, et donc je continue, si je trouve pas le mot, j'y reviendrai après. Donc mes premières versions sont souvent pas très lisibles, il faut vraiment... c'est souvent d'ailleurs quand David me dit, je l'amène, je pars sur un salon, je vais l'amener pour le lire, je dis, j'ai pas envie que quelqu'un regarde par-dessus ton épaule, il se dit, c'est ça le prochain livre de Marchand, oh, putain. Il sait pas écrire, c'est pas écrit en français. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'accepte dans cette première version, d'être très imparfait, mais c'est pas mon sujet à ce moment-là. Après, je reprends le texte et je le reprends 3, 4 fois, 5 fois. C'est vraiment, moi, je suis vraiment très travailleur de ce côté-là. Et puis donc je le confie à David, et David me fait un retour assez détaillé. Alors il me fait d'abord une impression générale, et puis après quelque chose de plus précis. Il peut par exemple me dire ta première partie, à mon avis, il faudrait qu'elle soit un peu plus étoffée, parce qu'on n'arrive pas trop à comprendre le contexte. Ça se passe, alors, pas sur ce livre-là, mais ça se passe dans les années 60 ou dans les années 70. J'arrive pas trop à comprendre. Il faudrait que tu donnes quelques petits repères, quelques événements pour qu'on s'y retrouve plus facilement. Ou alors il peut me dire, ce personnage, il est bien, mais tu as 2 personnages qui se ressemblent vraiment dans le livre. Il faudrait peut-être qu'il y en ait un qui pense différemment pour qu'on puisse mieux voir la différence entre les deux. Parce que là, par exemple, sur cette scène-là, je pensais que c'était lui, alors qu'en fait, c'était pas lui. Enfin, voilà, ça peut être des petites choses comme ça. Parce qu'il a le recul nécessaire, parce que moi, quand j'écris entre la page 12 du livre et la page 40, il y a 3 semaines ou un mois d'écart. Lui, quand il le lit, il y a 10 minutes d'écart. Donc, il peut voir qu'il y a des passages, mais ça, j'ai l'impression que tu l'as déjà écrit 10 pages avant. Enfin, j'ai pas 10 pages avant, c'est 2 mois que j'ai écrit, j'ai le droit d'oublier. Donc, et puis, vu que je travaille beaucoup dans ma tête, ça m'arrivait d'écrire plusieurs fois la même scène en oubliant que je l'avais écrite. Donc, dans ces cas-là, c'est bien, je choisis la meilleure des deux.
Mais voilà. Donc, et après, donc David me renvoie une version, je lui en renvoie une, et après, il y a un correcteur qui intervient et qui regarde toutes les fautes de syntaxe, les fautes de conjugaison, de trucs. Il me dit, là, cette virgule, il me dit, mais pourquoi tu mets une virgule ici? Et après, c'est à moi de dire, je mets une virgule ici parce que lis-le à voix haute et tu verras que même si c'est pas un endroit où normalement il faudrait mettre une virgule, pour moi, pour le rythme que je veux donner à la phrase, il faut que la virgule soit là. Je dis les virgules parce que ça a été un vrai sujet de conversation avec le correcteur et qui a compris, et il est venu me voir, parce que je fais des lectures musicales, il est venu me voir en lecture et il m'a dit, mais j'aurais dû commencer par ça, parce que j'ai compris tes virgules en tant que correcteur, parce qu'un correcteur, il ne s'occupe pas du rythme. Hein. Il regarde ce qui est correct, il regarde l'usage. Voilà. Et une fois qu'on a ça, que Gilles a validé les corrections, on fait une maquette. C'est des pages qui ressemblent à la page finale. Gilles peut relire à ce moment-là. C'est un moment où on ne peut plus introduire de corrections importantes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il rajoute un personnage, qu'il rajoute 3 pages. Il ne faut pas enlever un chapitre. C'est ça, parce que sinon c'est un cauchemar technique. Mais il peut... et c'est le moment en fait, où le livre apparaît dans une nouvelle maquette, c'est le moment où parfois il y a des choses qui nous apparaissent à nous, c'est-à-dire des coquilles, des bizarreries, des choses comme ça. Donc on peut faire des petites corrections. Et une fois que c'est maquetté, on est prêt à partir à l'impression. Et voilà, le travail de l'éditeur, c'est toujours en 3 étapes. C'est choisir des textes. Alors dans le cas de Gilles, c'est simple, c'est qu'en fait on travaille ensemble depuis des années. C'est transformer le texte en livre. Et c'est quelque chose de très important, c'est que le texte, c'est vraiment l'œuvre de l'auteur. Le livre est plus une œuvre collective, au sens où, certes, l'auteur a fourni le texte, c'est quand même le gros morceau du livre, mais la correction, la maquette, la couverture... La couverture, il y a beaucoup de gens qui achètent un livre grâce à une couverture, donc je sais qu'une partie du succès de ce livre doit au travail d'illustratrice qui s'appelle Elena Vieillard, qui fait toutes les couvertures des livres de David, enfin des Forges de Vulcain. Et c'est important pour moi d'avoir conscience de ça, que si mon livre est un succès, ce qui est le cas pour ce livre-là, c'est que je le dois à l'accompagnement de David. Le texte est meilleur grâce à David, même s'il n'a pas écrit le moindre mot. Le texte est visible grâce à la couverture d'Elena Vieillard, et puis après, grâce à tous ceux qui l'ont défendu, qui sont allés voir les libraires, les représentants qui sont allés voir les libraires pour dire le dernier livre de Gilles Marchand, il faut absolument que vous le lisiez pour tel et tel... Enfin, je ne vais pas me faire les compliments qu'eux disent, parce que c'est leur boulot, c'est du commercial. Hein. Mais après, il y a du commercial plus ou moins sincère. Enfin, là, on parle d'un projet artistique aussi, donc on ne vend pas des autocollants ou des roues de voiture. Et donc après, c'est les libraires qui le lisent et qui vont en parler à leurs clients. Et vous pouvez dire un mot sur la 4e de couverture? Est-ce que les gens retournent? Oui, alors la 4e de couverture, c'est toujours souvent... Alors, en général, ça se passe toujours comme ça avec David. Et il m'envoie un mail pour me dire « Est-ce que tu pourrais me faire un texte pour la 4e de couverture ?» Je lui réponds à chaque fois « C'est pas mon travail, c'est le tien. » Et j'ai dit « Je sais pas, moi j'ai écrit le livre, je lui dis, fais-moi une proposition. Voilà. Et en général, on se fait un ping-pong. C'est-à-dire qu'il me fait une première version, je corrige pas, je lui dis, ah, ça j'adore. Ça, par contre, je te propose pour la fin de mettre ça. Il me dit, ok, mais alors du coup, ça marche plus, on va rajouter ça. Et à la fin, on arrive à nous deux, à un texte de présentation. Et quand je dis que c'est pas mon métier, enfin, je sais qu'il y a beaucoup d'écrivains qui le font. Alors autant, moi, j'adore trouver mes titres, autant résumer mes livres. Faire la 4e de couverture, je sais pas, c'est pas quelque chose que je sais bien faire, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'un premier jet pour dire ça c'est le livre que j'ai écrit, ou au contraire non mais là je reconnais pas du tout mon livre. Mais parce que le 4e de couverture, c'est pas quelque chose qui s'adresse aux gens qui ont lu le livre, ça s'adresse à des gens qui ne l'ont pas lu. Donc c'est pour ça que souvent vous pouvez avoir cette expérience d'avoir lu un livre et après quand vous revenez sur le 4e de couverture, vous vous dites ah mais moi j'aurais pas écrit comme ça. Sauf qu'en fait le 4e de couverture sert vraiment à, d'une certaine façon, à la fois à appâter les gens et aussi ça donne un angle à l'expérience esthétique, tout comme la couverture donne un angle à l'expérience esthétique. Faire une couverture comme on a fait pour l'édition française, qui est une couverture assez graphique, c'est pas la même expérience esthétique qui va avoir lieu que les lecteurs italiens qui ont une couverture qui est une photo qui date de 1917. Donc c'est voilà. Alors c'est vrai que je pense que on pense toujours que c'est le texte qui fait toute l'expérience esthétique.
Mais tout ce qui est ce qu'on va appeler le paratexte contribue quand même à cette expérience, à donner une petite tonalité à cette aventure. Et c'est vrai que souvent les auteurs ont du mal à écrire les quatrièmes de couverture parce que c'est effectivement pas leur métier et parce que souvent le quatrième de couverture c'est quelque chose de brutal parce qu'on doit vraiment faire des choix. Il y a des pans entiers du texte qui ne sont pas du tout évoqués sur le quatrième de couverture. Et le risque par contre, c'est que le quatrième de couverture et la couverture et le titre fassent une promesse au lecteur ou lectrice qui n'est pas satisfaite par le texte. C'est-à-dire qu'on peut avoir des quatrièmes de couverture qui sont complètement à côté de la plaque, qui font saillir des qualités qui ne sont pas les vraies qualités du texte. Et donc l'idée, c'est de pas trop se rater. Mais le paratexte du quatrième de couverture, ça peut servir à d'autres choses. Par exemple, il y a quelques années, il y avait un très bon roman qui était sorti chez Actes Sud, qui est un roman absolument passionnant qui s'appelle Le problème à trois corps, qui est un roman de science-fiction chinoise. Mais c'est un roman assez lent. Et en fait, l'éditeur chez Actes Sud avait décidé, et je pense que c'était un bon choix, de donner en quatrième de couverture l'incident déclencheur, sauf que l'incident déclencheur, il est page 250 du roman, et donc ça coupait l'herbe sous le pied quand même des 250 premières pages, mais son choix, et moi je le comprenais en tant qu'éditeur, c'était de dire, sinon c'est un roman qui est un peu lent et laborieux, même si c'est un très bon roman. Pour que l'éditeur se dise, il va quand même se passer quelque chose. Il va quand même se passer quelque chose. Si on leur dit, vous avez un tunnel de 250 pages avant que ça commence, même si c'est passionnant, il y a beaucoup de lecteurs qui décrochent, et voilà. Alors après, il y a des lecteurs qui, une fois qu'ils ont lu ce roman, Le problème à trois corps, se sont dit, ah, mais pourquoi ils ont gâché l'histoire en nous en racontant trop dans le quatrième de couverture? Et ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'auraient jamais lu ce roman s'il n'y avait pas eu cet incident déclencheur en quatrième de couverture. Et c'est l'éditeur qui fait aussi le résumé qu'on trouve sur le site de l'éditeur? Oui. Alors, avec une particularité aux Forges, c'est que j'essaye souvent d'avoir le même résumé partout. C'est-à-dire sur le site, sur le quatrième de couverture, partout, qui est une particularité des Forges, puisque beaucoup de maisons vont faire plein de résumés différents selon les publics auxquels ils s'adressent. Donc sur le site internet, le résumé pour les commerciaux, il est particulier, le résumé pour les libraires, il est particulier, les résumés sur le livre pour le grand public est particulier, le résumé du catalogue est encore différent. Et en fait, moi, je pense en fait qu'on atteint un moment dans la circulation de l'information qui fait que c'est plus simple d'avoir un seul résumé. Et avec cette difficulté que, effectivement, les journalistes, les libraires, les lecteurs, les bibliothécaires ont parfois des logiques différentes et des besoins différents, mais on essaye de tout fusionner. Et d'ailleurs, quand il y a des gens qui repèrent une disjonction, c'est-à-dire qu'ils vont repérer que sur tel catalogue et sur le quatrième de couverture, c'est pas le même résumé, c'est sans doute une erreur de ma part où j'ai raté la fusion, mais on essaye plutôt de faire la fusion. Et du coup, dans l'objet livre, vous choisissez la police, tout. Oui, alors ça c'est important. On choisit pas vraiment, au sens où il y a des maisons d'édition qui ont une approche parfois à l'américaine qui va être de dire, pour chaque texte, on va recréer un objet livre différent. C'est-à-dire, on va penser une taille de livre différente, une maquette intérieure, un type de couverture différent. Les Forges, il y a un effet de collection qui fait que les maquettes intérieures sont toujours les mêmes. C'est toujours la même police qu'on utilise, le même corps de police, sauf exception. Il y a une raison aussi, qui est une très bonne raison, c'est que tu as choisi une police et une taille de police pour qu'elle soit extrêmement visible. L'avantage de David, c'est une des qualités, c'est qu'il a fait beaucoup de salons littéraires. C'est au début, quand il a monté sa maison, il avait ses livres et il allait sur des salons où les gens venaient, etc. Et donc il a pu avoir beaucoup de témoignages de gens qui lui ont parlé, et notamment d'une difficulté qu'ont beaucoup de gens, c'est de lire des livres, parce que souvent la police, c'est soit écrit trop petit ou la police est trop fine. Et donc il y a un des vrais choix de David, c'est d'avoir choisi une police assez grasse qui est très facilement lisible. Ouais. Alors, la difficulté de la police grasse, notez-la quand même, c'est que c'est une police qui est... non seulement c'est une police grasse, c'est une police avec un corps assez élevé, donc c'est lisible par à peu près tout le monde, donc c'est quand même au-delà de la taille habituelle de l'édition littéraire. La difficulté, c'est que quand c'est gras, ça peut poser des problèmes chez les personnes qui sont dyslexiques, puisque les polices dyslexiques sont des polices sans aucun empattement normalement. Donc ça, c'est un peu un regret, mais c'est difficile de trouver
Voilà, il y a, ce roman a plein d'éditions. Il y a aussi une édition grand caractère qui sert pour les gens qui sont gravement malvoyants mais pas aveugles. Et l'avantage de la police en grand caractère, c'est qu'elle a aussi anticipé des problèmes liés à des formes de dyslexie. Après, les formes de dyslexie peuvent être beaucoup plus graves et nécessiter des aménagements plus importants comme des choix de couleurs, des phrases plus courtes, enfin des lignes plus courtes, pardon. Et voilà. Mais là, l'avantage, c'est que le corps gras et avec un corps assez grand fait que la plupart des gens peuvent lire ce livre. C'est-à-dire, on oublie que quand on parle de politique d'inclusivité, faire des livres qui sont lisibles par tout le monde, c'est important, sachant que très souvent, les gens qui sont les graphistes et qui vont faire les livres, c'est des gens qui ont entre 25 et 35 ans, qui ont une vue absolument nickel, et qui souvent ne sont pas des gros lecteurs. Donc en fait, ils se rendent pas compte qu'un roman de 300 pages, ça demande pour la plupart des gens un effort de concentration, et donc il faut que vraiment la lecture soit plutôt fluide. Voilà. Vous êtes écrivain et vous êtes historien de formation, si je ne me trompe pas, mais est-ce que vous avez un autre métier dans la vie? Oui. Ouais, j'ai un autre métier dans la vie. Alors je vais répondre à deux niveaux. D'abord, mon métier, je travaille pour un dictionnaire, je suis rédacteur, donc j'ai un bureau, je me rends tous les jours quand je suis pas en déplacement comme aujourd'hui. Et je pense que je l'ai pour deux raisons, ce travail. D'abord parce que je ne veux pas dépendre économiquement de mes livres. Il se trouve que depuis quelque temps, il marche plutôt bien, que celui-ci devrait me rapporter pas mal d'argent. Donc il y a des moments où je pourrais me permettre de ne pas avoir un travail à côté. Mais comme je disais tout à l'heure, l'avantage d'une maison comme celle-là, c'est que je ne suis pas tenu de sortir un livre tous les ans, même tous les 2 ans. Et pour moi, c'est très important d'avoir cette possibilité. Moi, j'ai des enfants, je dois payer une pension, j'ai un loyer, etc. J'ai une mutuelle, comme tout le monde. Et tout ça, ce sont des frais. Et je n'ai pas envie de sortir un livre plus tôt, ou d'être obligé de sortir un livre, ou de m'obliger à sortir un livre, parce que financièrement, j'ai besoin que mon livre sorte. Et ça, pour moi, c'est très important. La deuxième raison, qui est assez différente, c'est que je pense que c'est très important de rester un petit peu dans le monde réel. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours eu, quand je vois certains écrivains qui donnent leur avis sur un peu tout et n'importe quoi, j'ai vraiment la sensation qu'ils n'ont pas pris le métro à 8h du matin depuis très longtemps. Et je trouve que c'est assez important de garder un pied avec la réalité, de rester en contact avec des gens qu'on n'a pas forcément choisis, de garder d'avoir un ancrage un peu, alors pas terrien ou citadin, mais en tout cas d'essayer de continuer à côtoyer le monde. Alors ensuite, si vraiment un jour je suis à l'abri du besoin jusqu'à la fin de ma vie grâce au succès d'un livre, il est probable que je laisserai ma place au bureau à quelqu'un qui en a besoin et que je trouverai d'autres occupations peut-être dans l'associatif. Il y a beaucoup de choses qui permettent aussi de garder un contact avec le monde réel. Et que j'imagine très bien aller au cinéma 1 ou 2 fois par semaine. Il y a beaucoup d'expositions que j'ai pas le temps d'aller voir. J'adore aller voir des expositions. Ça fait partie des choses que j'ai pas le temps de faire. Donc je pense que je m'ennuierai pas trop. Voilà. Indirectement, ça évoque effectivement une difficulté, c'est que la plupart des écrivains que vous appréciez ou que vous pouvez lire ou qui nous entourent ici sont écrivains mais ne vivent pas de leur plume. Parce que pour toutes sortes de raisons, d'une part, que pour vivre de sa plume, il faudrait vendre des volumes stratosphériques de livres. Par exemple, sur un livre qui vaut 18 €, vous gagnez combien ? À peu près 1,50 €. 1,50 €, oui. Je suis souvent les écrivains, pas tous, mais moi, je touche 10%, c'est pas un secret. Je sais pas si c'est un secret, non, c'est pas un secret. En tout cas. Je suis 10%. Après, il y a des seuils, je touche 12% à partir de 10 000. C'est ça. Et donc, mais il y a beaucoup de prestations dérivées, c'est-à-dire que il va sortir en poche, on va toucher un gros chèque du livre de poche qui achète les droits. Quand il est sorti en Italie aussi, ils ont acheté les droits, donc j'ai touché de l'argent pour ça. Quand je fais des tables rondes ou des interventions, c'est les prestations qui sont payées. Quand je fais des lectures musicales aussi, etc. Donc il y a beaucoup d'à côté qui permettent aux écrivains de financer leur vie.
mais qui sont des à côté. On a vu pendant le Covid, il y a beaucoup d'écrivains qui d'un seul coup se sont retrouvés sans aucune source de revenus parce que les librairies étaient fermées. Et puis surtout, souvent, beaucoup d'écrivains gagnent plus en faisant des ateliers pédagogiques dans des médiathèques, dans des lycées, etc., que grâce aux ventes de leurs livres. Et quand on leur coupe ça, ils n'ont plus rien. Là, on a beaucoup de chance que ce soit un roman qui ait rencontré son public, qui gagne des très beaux prix, voilà. Mais il faut voir que la qualité esthétique d'un texte, ça n'est pas lié à son succès commercial et indifféremment. C'est-à-dire que il y a une sorte d'illusion régulatrice de nous dire, nous, si le texte est très bon, il rencontrera son public. Mais on connaît aussi plein d'auteurs qui ont fait des textes merveilleux qui n'ont jamais rencontré leur public. Et donc le succès économique, c'est pas le critère principal. C'est le critère qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, qui ont bien travaillé, mais parfois c'est travail acharné, résultat très très modeste. Ouais. Oui, moi j'ai aucun problème. Je préfère, et c'est pas une pause quand je dis ça, je préfère être très fier d'un livre qui s'est vendu à 5 000. Bon, 5 000 c'est déjà pas mal, mais on va dire je préfère être très fier d'un livre qui s'est vendu à 2 000 que d'avoir un livre que je vendrais à 80 000, mais dont je me dirais, ouais, il est pas mal, mais n'importe qui d'autre que moi aurait pu écrire ce livre-là. Moi, j'ai envie que chacun de mes livres, quelqu'un raconterait la même histoire, exactement la même histoire, il le ferait différemment, pas forcément moins bien, mais ça serait autre chose. Et chacun de mes livres pourrait être écrit par quelqu'un d'autre, mais il serait très, très différent. Ni mieux, ni moins bien, enfin peut-être mieux, mais pas forcément moins bien, pas forcément mieux, mais ça serait une autre histoire, un autre livre. Et ça, moi, j'y suis très attaché. Et je détesterais écrire un livre en ayant cette idée qu'en fait, n'importe quel écrivain avec un peu de technique, saurait tout à fait en mesure d'écrire le même livre.